Voilà, ravi de démarrer ce webinaire donc qui est consacré aux tiers-lieux et aux solidarités territoriales. Donc c'est un webinaire qui est sous un double patronage. Tout d'abord, le patronage de la Grande École des Solidarités, qui est un regroupement d'institutions universitaires ou de formation rennaise. Je citerai Ascoria, l'université de Rennes 2, le HESP et Sciences Po Rennes, qui ont décidé de s'unir, voici 2 ans, autour des questions de solidarité. Et puis, et donc de contribuer à la fois sur le plan de la formation, on y reviendra, et au niveau de la recherche sur ces questions nouvelles de solidarité territoriale. Et puis, bien sûr, autre patronage, celui de la chaire Territoire et mutation de l'action publique, que j'ai le plaisir d'animer depuis 2015 à Sciences Po Rennes, où, avec un certain nombre d'experts associés, Marc Rousseau, Armel de Guibert et d'autres, eh bien, on contribue à un certain nombre de travaux sur l'articulation entre politique territoriale, politique sociale et désormais politique de solidarité, le glissement sémantique n'étant pas tout à fait neutre. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est effectivement un webinaire un peu nouveau autour de la question des tiers-lieux. Alors, j'ai essayé de réunir autour de ce webinaire voilà, 2 spécialistes de la question, en la personne d'Armel de Guibert, tout d'abord, que je vais laisser se présenter, et ensuite je vous présenterai Amélie Théel. Armel. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis professeure associée à Sciences Po Rennes et chercheur associé à la chaire TEMAP, mais j'ai un passé important dans le secteur associatif, donc en tant que DG des Piffards des Pauvres, DGA d'Aurore, hein, qui est connu pour un certain nombre de tiers-lieux, dont les Grands Voisins, mais aussi l'archipel, hein, l'historique. Et je suis actuellement directrice de structure dans le secteur du handicap. Et je suis donc la co-responsable du master GSOT, donc gouverner les solidarités territoriales, avec Roland Janvier. Amélie Théel, qui est elle aussi avec nous pour participer à ce webinaire. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Amélie Théel, moi je suis docteure en sciences de l'information et de la communication. J'ai soutenu une thèse de doctorat en novembre 2021 sur le sujet de la fabrication personnelle des aides techniques au handicap dans des Fab Labs spécialisés. Et j'ai été recrutée donc, depuis le mois d'octobre sur une mission postdoctorale au sein de la chaire TEMAP sur un projet de recherche qui s'intitule Tiers-lieux solidaires, innovation sociale et politique de solidarité. Voilà, donc on va essayer de réaliser ce webinaire à 3 voix. Je vais tout d'abord, en quelques minutes, vous donner une sorte de définition hein, de la catégorie tiers-lieu en tant que catégorie d'action publique émergente en voie d'institutionnalisation. Alors, comme vous le savez, sans doute, hein, le tiers-lieu est devenu pratiquement une catégorie assez usuelle de l'action publique culturelle, de l'action publique territoriale. Pourtant, il a une histoire un peu plus longue et, on va dire, pas forcément ancrée à l'origine dans des traditions européennes, hein, puisque la notion de tiers-lieu émerge hein, dans des travaux de sociologie urbaine américaine à la fin des années 80, début des années 90, lorsque plusieurs sociologues, dont Ray Oldenburg, mais aussi Robert Putnam, étudient des espaces de socialisation plutôt en déclin dans les communautés américaines
et notamment dans ces espaces de rencontre entre le domicile et le travail, qui peuvent être aussi bien des cafés que des lieux où on pratique le billard, par exemple, et où effectivement des formes de convivialité, de vivre ensemble se déploient et en même temps, à l'époque, constataient les sociologues, déclinaient. Et puis, progressivement, cette notion de tiers-lieu, d'espace un peu hybride de socialisation a été appliquée, en tout cas, pour essayer de rendre compte de dynamiques aussi en Europe qui renvoyait plutôt à une grande famille des espaces hybrides relevant aussi bien d'espaces de coworking, d'espaces de partage sur des questions culturelles, sur des questions alimentaires, sur des questions tout simplement de convivialité sociale. Et donc, on a une vraie originalité ici avec la notion de tiers-lieu parce que d'une notion sociologique venue d'outre-Atlantique, elle s'est progressivement institutionnalisée pour devenir une catégorie d'analyse pour qualifier un espace, encore une fois, social, pluriel, collectif, plutôt se déployant dans un premier temps dans les espaces urbains, mais aujourd'hui touchant une pluralité de territoires. Et plus qu'un espace social hybride, c'est devenu aujourd'hui une catégorie d'action publique. Alors c'est sans doute assez spécifique à la France et à sa tradition, bien entendu, assez jacobine de maîtriser tous les dispositifs expérimentaux touchant aux politiques culturelles ou sociales, mais en tout cas, depuis 2019, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, en a fait un programme d'action publique, et donc on a aujourd'hui, les collectivités territoriales s'en sont aussi saisies, villes, départements, régions, dans des logiques territoriales parfois variées, mais on voit une préoccupation des pouvoirs publics pour ces espaces qui semblent, la nature ayant horreur du vide, remplir de nouvelles missions en matière d'action culturelle, en matière d'action sociale, en matière d'innovation technologique, de socialisation à l'environnement, etc., etc. Donc, on a des espaces qui sont, de ce point de vue-là, extrêmement labiles, qu'il est difficile d'enfermer dans une seule catégorie, on y reviendra, mais qui, sans doute, traversent quand même et partagent un certain nombre de principes et de valeurs que je citerai rapidement et avant de conclure. Tout d'abord, ce sont des espaces que l'on peut qualifier de neutres et de vivants, c'est-à-dire qu'il y a un principe d'ouverture dans ces espaces. Ce n'est pas des clubs VIP, c'est une volonté d'un collectif de s'ouvrir et de faire partager. Donc l'ouverture est fondamentale. C'est un lieu d'habitude aussi. On y vient pour y trouver une convivialité, pour y trouver une sociabilité. Troisième élément important, c'est la notion de bienveillance. On vient aussi chercher souvent, au-delà des spécificités thématiques, une forme de second chez soi, un espace où on se sent bien. Ensuite, on retrouve aussi la notion d'horizontalité sociale. Alors même si, évidemment, il faut sans doute relativiser les choses, on repère dans ces espaces hybrides une volonté d'horizontaliser les rapports sociaux. Il n'y a plus de bourgeois, pas d'ouvriers, de paysans. Tout le monde fait partie d'un collectif et vient y apporter sa pierre. Enfin, ensuite, il y a aussi la notion d'ancrage territorial. Je vous l'ai dit, dans des quartiers urbains en difficulté, dans des friches industrielles, dans des zones rurales, dans des villes moyennes, voilà, avec des histoires singulières, il y a un ancrage du tiers-lieu et son mode de fonctionnement, voilà,
d'une certaine manière, renvoie à cette perspective diachronique. Dernier élément, c'est un lieu à la fois créatif et de simplicité, c'est-à-dire qu'on va y retrouver bien sûr un espace de controverse, de débat avec une série d'individus ou de collectifs qui veulent parler de sujets qui les concernent, mais en même temps en restant très accessibles. Et j'en terminerai par la notion de plaisir, c'est-à-dire qu'il y a évidemment derrière tout cela une volonté d'avoir une expérience plutôt ludique, plutôt dans l'air du temps, agréable. Donc, c'est ce qui fait l'originalité du tiers-lieu. C'est jamais, on ne peut pas l'enfermer dans une catégorie d'action publique traditionnelle, de par justement ces caractéristiques qui en font à la fois un lieu parfois de travail, un lieu de convivialité, un lieu de sociabilité, un lieu d'innovation, etc., etc. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler, de mettre à l'épreuve la tension entre cette catégorie, cet espace hybride ou cette catégorie d'action publique qui est le tiers-lieu, avec la notion d'action sociale. Dans quelle mesure ces tiers-lieux peuvent produire une action sociale nouvelle, complémentaire, au regard de ce qui peut se réaliser dans d'autres dispositifs sociaux classiques. Et donc, c'est autour de cette question que je vais interviewer, si vous le voulez bien, nos deux intervenantes de cette fin d'après-midi. Et donc, je commencerai par Amélie Théel, qui est une spécialiste de ces questions, qui réalise un travail de terrain extrêmement intensif un peu partout en France et bientôt au-delà de nos frontières sur ces questions. J'aimerais lui poser une question assez simple. Amélie, quel lien vous tisseriez entre la notion de tiers-lieu et celle de solidarité territoriale? Alors effectivement, la première difficulté dans ce travail de recherche, ça a été finalement d'arriver à s'extraire de l'idée de solidarité comme lieu commun. Les tiers-lieux se caractérisent par une forte hybridité de leurs activités. On va y trouver donc des activités économiques, des activités culturelles, des activités d'entraide liées par exemple à l'alimentation, comme des épiceries solidaires. On va y trouver des espaces de débat, d'éducation populaire, d'énormément de choses. Et finalement, la solidarité apparaît un peu comme une des valeurs d'ancrage très fort dans ces lieux-là. Donc, on est vraiment sur un engagement moral donc de solidarité, d'entraide, de bienveillance entre les membres, d'ouverture. Ce sont des valeurs qui sont partagées par tous ces lieux-là et qui sont ardemment défendues par tous les acteurs qui les animent. Mais c'est vrai que pour réfléchir à cette notion de solidarité, il fallait qu'on arrive quand même à faire émerger au sein de cet écosystème des tiers-lieux ce qu'on pouvait entendre par l'appellation de tiers-lieux solidaires. Donc ça, c'était la première difficulté. Donc finalement, à travers des observations exploratoires qui m'ont occupé toutes les premières semaines de ma mission, on a réussi quand même à déterminer qu'il y avait des différences dans cet écosystème de tiers-lieux avec des espaces justement qui s'investissaient de manière plus directe et concrète dans des actions à destination de publics vulnérables. Finalement, on a choisi d'avoir cette double entrée public et usage, donc de définir des tiers-lieux solidaires comme des espaces de mise en capacitation, d'empowerment pour des personnes des personnes vulnérables qui rencontrent des situations de vulnérabilité dans leur parcours de vie, et donc des tiers-lieux qui mettent en place des actions concrètes, durables, pérennes, qui visent à des résultats tangibles d'amélioration des conditions de vie des personnes. Donc effectivement, il y a dont on parlera avec Armelle, évidemment, des exemples très concrets comme les grands voisins, les AMAR, donc qui mettent en place des
dispositifs d'accueil de jour pour les personnes à la rue, on trouve des tiers-lieux qui font aussi de l'hébergement d'urgence pour des personnes exilées, des mises en place effectivement de distribution alimentaire, donc beaucoup de choses sur ces questions-là, ce qui croisent aussi des préoccupations sur le développement durable et l'écologie à travers notamment ces questions alimentaires. Et donc effectivement, la notion de solidarité territoriale, elle finit par émerger aussi de ces actions concrètes. On voit qu'on est sur des lieux qui s'ancrent, on est là au-delà de l'élément de langage, on est vraiment dans un ancrage territorial très fort, sachant qu'on est davantage sur des territoires au sens d'espace vécu, donc avec un rapport plutôt sensible et affectif au territoire que des territoires administratifs au sens voilà, plus légal et juridique du terme. Et on est vraiment sur des tiers-lieux qui viennent s'inscrire et répondre à des besoins locaux. Donc, il y a des lieux qui s'ancrent dans des quartiers politiques de la ville, des lieux qui visent à revitaliser aussi des zones rurales un peu en déperdition, un peu délaissées par les pouvoirs publics. Ce sont des lieux qui, en tout cas, tentent d'agir au niveau local tout en répondant aussi à des considérations un peu plus universelles de bien commun, d'intérêt général, voilà, de partage et de diffusion aussi de leur savoir. Et donc, on est vraiment dans des engagements communs pour éviter le délitement des territoires. Donc, c'est un peu voilà, ce premier lien que je ferais sur cette question-là, sachant qu'évidemment, c'est toujours en cours de travail avec le terrain à faire. Merci Amélie. En complément, peut-être Armelle, à votre avis, vous qui avez eu une longue expérience de co-élaboration de tiers-lieux dans la grande banlieue parisienne, sont-ils, à votre avis, le révélateur d'une transformation des politiques de solidarité en France? Alors, je ne sais pas s'il révèle une transformation des politiques de solidarité. Je ne le pense pas complètement. Par contre, il manifeste une préoccupation. Alors, des pouvoirs publics, je ne sais pas, mais en tous les cas, les pouvoirs publics, clairement, contribuent à les financer et donc à les rendre viables. Une préoccupation d'acteurs émergents qui ne sont pas des acteurs traditionnels de la solidarité. Je pense à Yes We Camp, je pense à Kawa, à Bleu Blanc Zèbre, par exemple, qui sont tous nés, d'ailleurs, j'ai regardé, en 2014-2013. C'est pas ce qui explique l'émergence, alors de même qu'en 46, les grandes associations historiques comme les Petits Frères des Pauvres ou le Secours catholique voilà, sont nés. Est-ce que 2014 va être aussi des créateurs de nouveaux types de solidarité? En tous les cas, ils viennent dans un endroit qui sont des impensés du code de l'action sociale, c'est-à-dire qu'après la protection sociale, l'action sociale, on est aujourd'hui dans la cohésion sociale. Et clairement, si l'ANCT fait des appels à projets dans le domaine, c'est bien que cette dimension de la solidarité, qui est la cohésion sociale, prend de l'importance. On l'a vu aussi avec le confinement, la question du lien social, de l'isolement, qui concernait jusqu'à présent, on le savait, les personnes âgées, mais on l'a vu qui touche aussi les jeunes. Clairement, ces lieux contribuent à combattre ces éléments qui permettent de faire société et que les politiques publiques dans le champ de l'action sociale ne résolvent pas. Le deuxième élément, c'est qu'il contribue à l'acceptabilité sociale de dispositifs très sociaux. Donc là, je pense à des expériences que j'ai particulièrement connues. Si je prends les 5 toits dans le 16e arrondissement, qui est un tiers-lieu solidaire, puisque à l'origine, la structure, le bâtiment appartient à Aurore, qui est un gestionnaire de dispositifs sociaux dans différents champs, là, en l'occurrence des personnes sans domicile et des personnes réfugiées. On peut se souvenir, parce que ça avait fait la une de la presse, que précédemment, quand ils avaient implanté une structure qui s'appelle Promesse de l'Aube, ça avait créé énormément de mécontentement, je dirais assez comparable à ce qui s'est passé à Calac, sauf que là, les pouvoirs publics et l'association a tenu bon et il s'est finalement implanté. Et je dirais que ça a fait réfléchir les acteurs associatifs traditionnels qui se sont dit que quand on devait créer un dispositif financé par l'État, puisque là, dans le champ du Code de l'action sociale et des familles, pour le rendre acceptable et peut-être contribuer à changer la représentation que se font les citoyens là, à l'échelle d'un quartier de ces personnes, le fait de l'ouvrir, c'est-à-dire on est vraiment dans un concept que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire les tiers-lieux peuvent constituer
ce que j'appelle de l'inclusion inversée. C'est-à-dire plutôt que de vouloir à tout prix faire rentrer les personnes qui sont en dehors, on va dire, des normes habituelles dans la norme, c'est comment faire en sorte que ces structures, alors je pense que cette structure du handicap ou pour personnes âgées, ouvrent leurs portes en accueillant du coworking, des artisans, un restaurant en l'occurrence pour les 5 toits, et permettent finalement une rencontre de public qui ne se rencontre pas. Et en ce sens-là, ils permettent dans des quartiers de mieux faire société, de lutter contre la discrimination et de construire une politique d'inclusion sociale à une petite échelle, certes, mais qui peut avoir valeur d'exemplarité. Merci. Amélie, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, pour compléter très brièvement, effectivement, il y a un intérêt notable pour ces nouveaux lieux qui ne sont pas uniquement, je pense, des lieux d'action concrète, mais aussi qui montrent des processus de travail et des méthodologies qui intéressent justement à différents niveaux d'acteurs, dans la mesure où je pense qu'il y a voilà, une vraie envie d'apprendre à faire autrement aussi, face à des défis qui sont de plus en plus nombreux et qui s'entrecroisent. Peut-être un sentiment d'urgence aussi à agir pour endiguer le plus possible les problèmes. Et les tiers-lieux apparaissent dans cette perspective-là comme des espaces où effectivement on va pouvoir expérimenter aussi d'autres choses. C'est-à-dire de ne pas forcément mettre en place des dispositifs très lourds, mais en tout cas d'en faire des laboratoires aussi d'expérimentation sociale, de pouvoir tester des choses nouvelles qui vont fonctionner ou pas, qui vont produire les résultats escomptés ou pas, et ensuite éventuellement non pas répliquer des tiers-lieux partout, mais peut-être aller aussi en prélever justement des modes de travail, des modes d'action qui peuvent ensuite être implantés dans d'autres types d'espaces, éventuellement plus conventionnels aussi. C'est un peu ce qu'on voit aussi se construire de manière un peu hybride, comme les tiers-lieux qui vont se construire dans des EHPAD, où on reste finalement dans des modes assez conventionnels d'action, mais qui vont commencer à intégrer progressivement des dispositifs un petit peu plus expérimentaux quand même en leur sein. Une question peut-être complémentaire à vous entendre. Est-ce que, si on se replace dans les années 80, est-ce que les MJC, est-ce que les maisons de quartier, est-ce que les foyers ruraux, les foyers des jeunes ne remplissaient pas ces missions d'expérimentation? Je pense même que le bar PMU de mon quartier remplit cette fonction. J'ai dit dans d'autres lieux que les zincs étaient des lieux de rencontre importants. Il est évident que ces lieux n'ont pas le monopole de la fabrique de liens sociaux et de la mise en œuvre de la solidarité. Et d'ailleurs, les cafés avaient inventé le ticket suspendu, hein, qui ont été repris et qui était un acte de solidarité, c'est-à-dire la capacité à ce que quelqu'un paye à l'avance, notamment pour des personnes sans domicile dans les grandes villes. Donc, il est évident que les MJC ont aussi cette fonction. Mais s'il y a eu l'émergence de ces nouveaux acteurs, hein, que je situe dans les années 2010, c'est bien qu'ils ont aussi des méthodes d'intervention différentes. Ils ont un autre univers, d'autres références qui clairement bousculent le champ de l'action sociale, mais dans un sens aussi positif. Oui, puis effectivement, ça vient croiser. Alors, je pense qu'on est sur peut-être des versions de 2020, effectivement, des années 2020 hein, des MJC. On est sur des modèles voilà, à la mode, en tout cas qui viennent un peu oui, faire bouger un peu les lignes de ces endroits-là. Mais effectivement, on est sur une évolution de ces modèles-là, je pense. Alors, on va poursuivre. Hein. Juste pour ceux qui sont en distanciel, hein, n'hésitez pas à utiliser le chat de la discussion pour voilà, anticiper sur les questions que vous voudrez poser au moment de la discussion générale. Et je me ferai bien sûr le relais hein, de vos questions. Alors, effectivement, vous avez pointé hein, le caractère potentiellement innovant, générateur de nouvelles pratiques hein, de ces tiers-lieux. Est-ce que vous pouvez, tant que faire se peut, identifier aussi bien des facteurs, des conditions de réussite
de ces tiers-lieux solidaires, d'un côté, et de l'autre côté, évoquer pour nos interlocuteurs, en présentiel ou en distanciel, les fragilités aussi peut-être de ces tiers-lieux solidaires, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire et qui ne remplaceront pas finalement l'État-providence classique. Je vais commencer par les choses positives, ça ne vous étonnera pas. Le fait, par exemple, qu'il propose des bureaux à des acteurs de l'ESS qui sont dans leur développement économique et qui n'ont pas encore trouvé justement leur équilibre financier, participe à soutenir le développement de l'ESS, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas forcément des associations, qui n'ont pas le monopole de la solidarité, mais de chercher à développer des acteurs qui ont un impact social positif. Donc le fait de leur permettre de se rencontrer, de déposer de bureaux, d'échanger, et en soit un incubateur de solutions nouvelles. Et après, je dirais quelles sont les conditions. Alors, c'est à la fois l'utilité sociale, mais qui ne se décrète pas, qui se vérifie, qui s'évalue en amont. C'est aussi le modèle économique qui est important. On voit bien qu'il y a des débats d'ailleurs dans le monde des tiers-lieux. Est-ce que c'est à l'État, enfin à la puissance publique, de payer? Quel niveau d'indépendance on a? Quel modèle économique? Donc, par exemple, la colocation, les événements, la vente de bière, j'y reviens. Voilà. La dimension collective de la gouvernance qui me paraît absolument indispensable pour s'assurer justement que les personnes du quartier se sentent impliquées, parce qu'on l'a vu, c'est des reproches qu'on a pu faire parfois au tiers-lieu, d'être finalement dans un collectif et dans l'entre-soi. Donc comment faire en sorte, je pense par exemple effectivement aux 5 toits dans le 16e arrondissement, ça n'allait pas de soi, et si ce dispositif a finalement été acceptable, c'est parce que il a été vu comme un dispositif qui n'apporte pas que des problèmes, mais des solutions. Voilà, avec un atelier qui s'appelle la bricole, par exemple, où les gens peuvent apprendre à bricoler, venir utiliser du matériel. Donc, c'est des choses extrêmement concrètes, ou tout simplement un restaurant avec un grand chef qui correspondait bien au milieu, mais avec justement ces tickets, avec de l'insertion des personnes réfugiées, avec l'association Le Réchaud. Il y a aussi la diversité. Ça veut dire, est-ce que dans ce tiers-lieu, c'est que des gens qui se ressemblent, ou est-ce qu'on fait l'effort d'avoir des gens de secteurs différents qui vont se rencontrer? Et le dernier élément, alors c'est un mot que dans le secteur de l'action sociale, on n'aime pas trop, mais je pense que c'est à ce prix aussi que ces lieux peuvent se différencier. C'est la notion de performance qui n'est pas tabou, mais ça dépend des indicateurs qu'on se crée, qu'on invente, du récit et de l'utilité sociale. Et je pense d'ailleurs que dans ces nouveaux acteurs que j'ai cités en amont, ils viennent de champs et de références différentes hein, de ceux des acteurs traditionnels de la solidarité. Et ils amènent ça. Et je pense que dans ce sens-là, c'est assez positif. Merci Armelle. Amélie, un complément? Alors, quelques points de vigilance hein, de mon côté hein, sur les lieux que j'observe sur le terrain. Je partage les vues assez optimistes d'Armelle. Hein. Il y a quand même des choses très puissantes et très intéressantes qui se passent dans ces lieux, qui méritent voilà, qu'on s'y attarde, qu'on les documente. Je vous invite à aller passer du temps dans ces lieux-là aussi pour voir concrètement en quoi ça consiste. Mais néanmoins, sur ces questions de solidarité, quelques points de vigilance, notamment pour tous les acteurs qui voilà, ont envie de s'engager ou aimeraient monter un projet de tiers-lieu. Ça reste des espaces qui sont marqués par des fragilités structurelles parfois importantes. Il y a énormément de préoccupations très matérielles, hein, comme on gère un bâtiment. Il y a beaucoup d'exemples d'urbanisme transitoire. Voilà, il y a des bâtis qui ont vocation à être détruits ou à être rénovés, voilà, qui ne sont pas toujours aux normes. On est parfois sur des considérations très pratico-pratiques, mais qui sont vraiment essentielles, notamment dans la mesure où ce sont des établissements qui accueillent du public. Il
Il y a énormément de préoccupations économiques également. Ce sont des lieux qui sont voilà, très préoccupés par la question de stabiliser et de développer un modèle économique qui ne dépend pas uniquement de subventions publiques. Donc d'arriver à trouver des modèles de financement hybride voilà, qui arrivent à faire perdurer ces espaces-là sur la durée, c'est aussi une vraie complexité et c'est un sujet qui alimente aussi de nombreux débats voilà, au sein des tiers-lieux et c'est aussi pour ça qu'interviennent des réseaux un peu plus larges qui viennent fédérer aussi ces espaces-là pour accompagner et donner des conseils à ce niveau-là pour voilà, renforcer aussi ces espaces. Il y a une instabilité organisationnelle également qui est parfois importante, puisqu'on est voilà, sur beaucoup de lieux fonctionnent soit avec des contrats assez précaires de service civique ou de contrats aidés, et également s'appuie sur voilà, du volontariat et du bénévolat humain. Donc on est sur un engagement citoyen qui est tout à fait notable, mais c'est un engagement qui est parfois fragile ou volatile, donc qui ne permet pas non plus d'envisager des actions parfois stables sur la durée. Et puis, voilà, dans le cadre, encore une fois, d'occupations éphémères sur des projets d'urbanisme transitoire, on est voilà, sur des projets finalement à plus ou moins court terme qui questionnent aussi sur la stabilité ou l'instabilité qu'on propose à des publics parfois vulnérables, donc avec la difficulté que ça pose également de proposer voilà, un suivi, un accompagnement sur la durée qui ne soit pas trop perturbant non plus dans un parcours de vie. Donc il y a cet engouement qui est assez notable voilà, pour les tiers-lieux, mais je note aussi, là c'est peut-être mon côté un peu plus sciences de l'information communication, il y a des stratégies discursives aussi autour de ces espaces-là qui finalement sont assez ancrés dans des régimes de promesses. Donc j'ai tendance toujours moi à prêter attention un petit peu à la manière dont ces tiers-lieux sont présentés, voilà, la manière dont les éléments de langage aussi caractérisent voilà, toutes ces valeurs, toutes ces envies de petites utopies aussi dans les territoires, avec parfois des tendances quand même un peu solutionnistes, où on a l'impression que voilà, en implantant un tiers-lieu, ça va résoudre automatiquement les problématiques rencontrées, ce qui n'est pas le cas. C'est un travail vraiment de longue haleine hein, pour les acteurs de terrain. C'est des engagements qui sont très forts hein, de la part des acteurs qu'on rencontre aussi, donc voilà, qui amènent aussi d'autres questions sur l'engagement personnel et professionnel dans ces lieux-là, hein, qui peut aussi amener à des épuisements des acteurs de terrain. Donc toujours aussi ce petit point de vigilance. Et puis, il y a une dimension, alors ça, c'est toujours aussi un peu la difficulté de savoir comment est-ce qu'on monte un projet de tiers-lieu, puisqu'il finalement, il y a une dimension sensible qui est toujours à prendre en compte aussi dans ces espaces-là. C'est des espaces qui reposent beaucoup sur de l'humain. Donc, on n'a pas encore de mode d'emploi pour savoir comment exactement fonctionnent les relations humaines. Et ça tient beaucoup voilà, des petites choses assez intangibles qui ne sont pas toujours faciles à saisir. Il y a voilà, des questions de relations humaines, d'ambiance du lieu. Et ça, effectivement, il n'y a pas de modèle préfet ou de kit pour savoir effectivement comment identifier vraiment ce qui va faire qu'un collectif va marcher et va produire des résultats et ce qui va faire qu'un collectif parfois va se déliter ou moins bien fonctionner. Donc c'est ce qui rend aussi difficile d'appréhender ces tiers-lieux et de les observer, parce qu'effectivement, il n'y a jamais deux tiers-lieux qui se ressemblent exactement. Donc tous ces points de vigilance permettent aussi de réfléchir à la manière dont on organise la solidarité dans ces espaces-là et quel type de public on peut accompagner de manière fiable et sécurisée également. Alors, pour justement viabiliser, sécuriser sur le moyen ou long terme, il y a la question des professionnels et de la professionnalisation des tiers-lieux. C'est une question que je voudrais poser à Armelle. Est-ce que les tiers-lieux ont besoin d'un référentiel professionnel dédié, de professionnels dédiés? Et question subsidiaire, vous qui allez co-diriger avec Roland Janvier en septembre prochain le nouveau master gouverner les solidarités territoriales, est-ce que ce type de formation pourrait contribuer justement à stabiliser les réflexes, les pratiques professionnelles de ceux qui contribuent à faire vivre ces tiers-lieux? Alors, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de formation je dirais dédiée pour ce que j'appelle ces espaces communs, même s'il y a plusieurs DU d'ailleurs spécialisés.
dans le domaine, ça montre la diversité des profils. Mais c'est vrai que dans ce master qui pose, je dirais, comme tronc commun à la question de la coopération, qui invite les étudiants qui le suivront, qui seront tous d'ailleurs ou des professionnels en formation continue ou des alternants. L'idée, c'est vraiment de déconstruire les représentations, les préjugés qu'on peut avoir des uns et des autres. Je suis frappée aujourd'hui de voir la radicalité des positions et je vois à quel point il est important dans la question de la solidarité de nouer les dialogues. Et une des manières de faire dialoguer, c'est de travailler sur cette notion de coopération et de ne plus en faire un élément pour, je dirais, améliorer le fonctionnement d'une structure, mais un élément structurant à prendre en compte à la création. Et de ce point de vue-là, je pense que les tiers-lieux, dans ce qu'ils défendent en termes de gouvernance, sont un modèle intéressant et en tous les cas, tous les domaines de compétences qui sont dans ce master porté par la Grande École des Solidarités. Et je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc qui regroupe Sciences Po Rennes, Ascoria, qui est une école du travail social, mais aussi l'EHESP, qui est une dimension nationale sur la santé publique, et Rennes 2. C'est vraiment l'idée de rassembler des cultures professionnelles différentes et aussi des méthodologies différentes et d'être vraiment, comme le proposent souvent les tiers-lieux, c'est-à-dire partir d'une problématique et essayer ensemble de construire des solutions en se disant, non pas quand on travaille avec les personnes directement concernées par une problématique, pas seulement être dans ce qu'ils attendent, mais ce qu'ils sont prêts à faire pour la résoudre. Et je pense que cette manière de penser est peu à l'œuvre dans les concertations qui sont menées actuellement. Et l'idée, c'est vraiment d'être au-delà de la concertation, mais de la participation, non pas en tant que finalité, mais de moyen de créer une société plus inclusive dans laquelle la vulnérabilité est une richesse et non pas un problème. Et de ce point de vue-là, je pense que la formation peut répondre à un des enjeux des tiers-lieux qui sont de comment on fait participer les publics qui sont les plus, on va dire, éloignés de ce qu'on appelle la normalité. Merci Armelle pour ce beau plaidoyer. Voilà, on a ouvert un certain nombre de portes, de petites portes sur les tiers-lieux, les solidarités territoriales, les liens qu'on peut tisser entre ces notions, en sachant que c'est une expérimentation de tous les jours qui opère dans les territoires de France. Alors, on aimerait maintenant ouvrir le débat. On a un certain nombre de personnes en présentiel, d'autres qui sont en distanciel. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, voilà, il y a une petite vingtaine de personnes connectées. Au départ, je me suis dit que le chat était peut-être le plus facile, mais si vous préférez, vous pouvez lever la main. Maintenant, ça ne pose plus problème. On a tous une grande habitude du Zoom. Vous levez la main et donc je vous donnerai la parole sans difficulté. Et sinon, pour ceux qui sont en présentiel, vous levez la main également et vous appuyez surtout sur le micro afin que la caméra puisse vous suivre. Voilà, et que surtout les personnes en distanciel puissent vous entendre. Voilà, donc n'hésitez pas, je regarde mon écran, je regarde les personnes présentes. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si la première question étant toujours la plus difficile, je vais le faire. Vous alliez... Non, allez-y, je vous en prie, appuyez sur votre micro. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je vous passe la parole. Présentez-vous et puis posez votre question. Oui, bonjour Gaëlle Chénech, je suis enseignante à l'EHESP, excusez-moi, et j'ai exercé précédemment comme directrice d'établissement médico-social. Donc la question m'intéresse particulièrement et je voulais rebondir sur ce que vous aviez indiqué au sujet de la question de la méthode. Une question que j'ai pu me poser dans le cadre de mon exercice quotidien, c'est
comment et est-il possible d'envisager que la méthode qui se met en place infuse davantage dans des modes d'organisation que vous avez qualifiés de plus conventionnels? Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous assimiliez l'EHPAD à quelque chose de plus conventionnel. Je me demandais si vous pouviez développer et au-delà, quelle est votre perception des possibilités de développement et puis peut-être de mixité entre ce qui se produit dans ces laboratoires et des modes d'action sociale plus conventionnels. Effectivement, je prenais l'exemple de l'EHPAD, voilà, c'est des structures effectivement plus traditionnelles d'accompagnement social par rapport à des tiers-lieux qui effectivement s'inscrivent dans quelque chose, pour le coup, de très alternatif à la base. Sur ces questions des méthodes, je trouve intéressant justement la capacité d'expérimentation de ces lieux. Je pense notamment à un exemple assez concret sur justement, je crois que c'était les grands voisins, sur des retours de pratiques professionnelles de travailleurs sociaux qui disaient que justement le fait d'être dans un grand bâtiment avec des espaces ouverts permettait par exemple de sortir de cadres très matériels et très physiques en fait d'accompagnement social, parfois délimités par des bureaux, par une porte fermée, et de pouvoir décaler justement, parce que le lieu le permet, de pouvoir décaler la discussion par exemple sur un banc dans un espace extérieur. Ce qui, dans une structure protégée, n'est pas possible puisqu'il n'était pas possible de sortir avec les personnes accompagnées. Donc ça, typiquement, en fait, le fait d'expérimenter d'autres endroits physiques et spatiaux pour voilà, accompagner les personnes, voilà, c'est des choses qui sont transposables justement, en réfléchissant justement aux résultats que ça peut produire, en proposant d'autres choses, d'autres types d'espaces, peut-être de travailler aussi avec des designers, tout simplement d'espace, en fait, pour retravailler aussi les choses, de sortir. Il y a la question du guichet aussi qui revient assez souvent, qui là, pour moi, est peut-être un processus inverse où effectivement, l'ouverture dans les tiers-lieux, justement, essaye de rompre avec la question du guichet d'accueil identifié comme étant voilà, le lieu de rassemblement et d'information, qui, moi, me pose question à l'inverse pour le coup, qui, moi, me semble important en fait d'avoir effectivement un guichet identifié pour l'accueil et qui là est de manière beaucoup plus ouverte, où voilà, on est plus amené à flâner, à aller chercher un peu nous-mêmes l'information. Mais je pense que c'est cet aller-retour qui permet justement aussi la discussion. Qu'est-ce qui va être le plus bénéfique justement pour les personnes qu'on cherche à accompagner? Et c'est à travers cette coopération et ce test que justement on va pouvoir constater, ce qui, oui ou non, est opérant et selon les publics et selon les personnes également. Je vais compléter la réponse pour l'avoir aussi expérimenté directement. Il est évident que le fait d'exercer qu'une structure sociale soit dans un tiers-lieu ou qu'elle accueille d'autres dispositifs qui ne relèvent pas de dispositifs sociaux a plusieurs avantages et après constituent des risques, mais qui me semblent positifs. Donc avantage, par exemple, voilà, typiquement un lieu qui accueille des personnes sans domicile fixe, le fait qu'il y ait par exemple des artisans ou des entreprises ou un restaurant, permet plus facilement d'expérimenter la mise en travail, c'est-à-dire de le voir à côté et c'est moins effrayant. Par exemple, pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi, de travailler auprès d'un artisan qu'il croise par ailleurs, qu'il a croisé avant, qui est pas loin, et notamment dans le cadre de dispositifs comme alors c'est le dispositif Première Heure qui est devenu dispositif Première Heure en chantier. Et donc le fait que certains acteurs de l'ESS soient à proximité de ces dispositifs sociaux habituels peut permettre des prises de risques qu'on n'aurait pas fait dans une entreprise ordinaire qui serait située ailleurs. Voilà. Et la deuxième chose, je dis c'est un facteur de risque, mais le fait que les personnes, je pense à un EHPAD, le fait que d'autres acteurs qui ne relèvent pas du tout du travail social soient implantés physiquement dans les mêmes locaux, fait qu'il y a un regard sur le travail de soignant et ou d'accompagnement qui peut, qui peut changer l'exercice, qui peut être embarrassant, mais qui, d'un point de vue, je dirais des risques, des préventions de maltraitance, qu'on a pu observer, sont à mon avis une modalité puissante d'ouverture des établissements sur l'extérieur et de oser, je dirais, exposer des pratiques qui sont parfois infantilisantes, hein, il faut se le dire, au regard d'autres et amener ce retour
et faire évoluer. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un qui vous le dit, que vous croisez, mais quand même, c'est pas un peu étonnant que vous lui parliez de cette manière, ou vous croyez pas qu'il pourrait être capable de faire ça tout seul, et ben ça change les choses et c'est plus efficace qu'un évaluateur externe parfois. Et pour compléter de nouveau, effectivement, la méthode tiers-lieu, c'est aussi une rupture de cadre et un rééquilibrage relationnel aussi, puisque finalement, quand on arrive dans un tiers-lieu, qui sert le café dans le café associatif? Est-ce que c'est un citoyen du quartier? Est-ce que c'est une personne en réinsertion? Est-ce que c'est le directeur du lieu? On ne sait pas en fait. Et donc il y a quand même une suspension de jugement préalable aussi, une rupture de cadre et un rééquilibrage relationnel alors, qui vient mettre en danger aussi justement les professionnels, parce que ça implique quand même un certain nombre de remises en question, de travail sur les pratiques. Mais qui voilà, sert aussi à casser aussi certaines effectivement relations de pouvoir parfois très asymétriques dans ces structures-là aussi. Et je vous conseille la lecture de la thèse de Pierre Machemy sur les grands voisins. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions en distanciel, en présentiel? Je ne vois pas de main qui se lève. Ah, si, il y en a une. Alors, attendez. Je vais là. Alors, quelle réelle nouveauté de ces tiers-lieux? Son appropriation par les pouvoirs publics n'est-il pas une récupération institutionnelle, pacificatrice de pratiques alternatives militantes et du squat ancienne, qui se trouvent aujourd'hui de plus en plus contrôlées? Contrat d'engagement républicain, loi anti-squat, Louis, étudiant de l'IEP. C'est effectivement une vraie hypothèse, c'est-à-dire est-ce que l'institutionnalisation à marche forcée voulue par les administrations françaises, on est quand même les seuls au monde à avoir un État qui s'occupe des tiers-lieux, excusez-moi de rigoler un petit peu, mais enfin, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de casser la dynamique créatrice parce que, quelque part, radicale de certains lieux? Alors, je suis pas oui, d'une certaine manière, évidemment. Et la question de l'engagement de l'État, elle est assez représentative de cette tentative, effectivement, d'institutionnaliser des pratiques militantes et très alternatives. Maintenant, les squats, ils existent encore et les friches très alternatives, elles existent encore et elles continuent d'être dans les mêmes relations de friction et d'anti-capitalisme et d'anti-État. Enfin voilà, ces pratiques-là existent toujours et même dans le milieu des tiers-lieux, on est quand même sur un spectre politique qui est très très large, hein, qui va d'espaces très institutionnalisés qui ont vraiment noué des liens avec les institutions très forts et pérennes et des tiers-lieux qui se présentent aussi comme tiers-lieux, qui sont des franges pour le coup beaucoup plus radicales et qui sont en rupture complète de dialogue avec les politiques publiques. Donc on conserve même dans le milieu des tiers-lieux quand même ce spectre assez large d'engagement, de type d'engagement et de type de militantisme avec des choses encore qui restent très alternatives aussi. Et je rajouterais, je l'avais mis dans les conditions de est-ce que les tiers-lieux peuvent être incubateurs de solidarité nouvelle. C'est vraiment que la question de la dépendance économique au pouvoir public est extrêmement importante à prendre en compte. Si ils veulent continuer de pouvoir inventer des formes de solidarité et n'être pas, comme sont devenus beaucoup d'associations, hein, malheureusement, quelque part des sous-traitants de l'État, puisqu'en reprenant des délégations de services publics et avec de moins en moins de marge de manœuvre dans la capacité à expérimenter et à inventer, la question d'hybridation du modèle économique est extrêmement important. C'est aussi ça qui crée une forme de liberté ou non. Et il y a vraiment beaucoup de débats au sein des tiers-lieux, des associations de tiers-lieux, pour savoir si c'est pas dangereux de rentrer dans tel ou tel programme. Oui, parce que je crois dans certains cas assez récents, on voit par exemple aujourd'hui des foncières rechercher des associations pour gérer des tiers-lieux dans la mesure où ces tiers-lieux deviennent des outils d'attractivité
et d'animation, on va dire, sociale pour des nouveaux propriétaires ou locataires de certains immeubles. Donc, il y a aussi une possibilité de marchandisation, quelque part, hein, de cette catégorie de tiers-lieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions après celle de Louis? J'avais une question, moi, peut-être complémentaire sur les professionnels. Ça a été, alors, on va dire les professionnels de première ligne dans l'action sociale, ce sont les travailleurs sociaux. Est-ce que vous avez pu repérer de quelle manière les travailleurs sociaux repéraient ces tiers-lieux? Est-ce qu'ils les voyaient comme des lieux complémentaires, concurrentiels, potentiellement désintégrateurs de leurs pratiques et de leurs valeurs professionnelles? Est-ce que vous avez un peu des éléments de réflexion sur ces questions? Alors, ce que j'ai pu observer dans les tiers-lieux dans lesquels il y a un dispositif relevant du Code de l'action sociale et des familles, c'est que ça peut être un facteur déstabilisant, le fait d'être observé dans sa pratique, hein, comme l'a dit Amélie, le fait de faire l'entretien à l'extérieur ou le fait qu'une personne accompagnée, un usager, comme on dit dans la loi du 2 janvier 2002, puisse facilement confronter la recommandation d'un travailleur social avec celle d'un artisan, par exemple, qui est hébergé parce qu'il le rencontre et qu'il a développé un vrai lien d'amitié sur un mode d'égalité, alors que souvent le lien avec le travailleur social est dans une forme aussi de dépendance. Ça peut mettre en concurrence la technicité du travailleur social par rapport la parole d'un citoyen. Donc c'est un facteur de tension possible. Pour autant, ce qu'on observe très clairement, c'est que le fait que le dispositif soit dans un tiers-lieu est un facteur d'attractivité important. Vous savez qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter dans nos secteurs. Et clairement, le fait de pouvoir rencontrer à sa pause, au déjeuner, d'autres acteurs de l'ESS qui ne sont pas dans le champ traditionnel du travail social est quelque chose qui plaît beaucoup, en particulier aux jeunes générations. Et on a beaucoup moins de mal à recruter dans les dispositifs qui sont inclus ou qui accueillent, qui sont ouverts, que dans ceux traditionnels qui sont dans une forme d'institution un peu habituelle. Voilà. Alors pour compléter, effectivement, par contre, il faut noter que l'exercice professionnel en tiers-lieu n'est pas toujours un choix de la part des acteurs, puisque parfois, voilà, il y a des décisions aussi des directions d'installer certaines structures au sein de tiers-lieux. Donc, parfois, les acteurs de terrain n'ont pas toujours choisi d'exercer en tiers-lieu. Donc, il y a une déstabilisation qui vient, qui est présente, voilà, donc qui peut effectivement venir bousculer un peu le quotidien de manière globale. Par contre, je pense effectivement, il ne faut pas nier l'intérêt que ça peut avoir pour de nouvelles générations de professionnels qui sont justement intéressés par des approches plus agiles, plus humaines, peut-être aussi de fabriquer ces solidarités-là. Et un deuxième critère, c'est aussi la difficulté de faire le pont entre le projet de la structure en elle-même et le projet du tiers-lieu en soi. Puisqu'il y a beaucoup d'exemples, et c'est un peu les retours que j'ai aussi sur les premières observations de terrain, c'est-à-dire que finalement, les acteurs qui s'investissent dans les acteurs qui sont présents et qui habitent ces lieux-là ne s'investissent pas toujours dans le projet collectif. C'est-à-dire que c'est une deuxième phase d'engagement. Et dans la mesure où le quotidien de travail social est parfois très chronophage, c'est des métiers qui sont exigeants, qui demandent du temps, de l'attention. Parfois, il ne reste pas de temps, d'énergie et d'attention pour s'investir dans le lieu collectif, c'est-à-dire d'entretenir le lieu qui parfois demande par exemple que les équipes fassent le ménage, entretiennent les espaces, fassent des propositions de manière collective, s'investissent dans la gouvernance. Tout ceci, c'est aussi des couches supplémentaires qu'il ne faut pas négliger, mais qui sont essentielles justement pour faire tiers-lieu et ne pas rester dans un agrégat de structures qui habitent un même espace. Merci. On a une question. Après, je te passe la parole, Roland, mais on a dans l'ordre, je crois qu'on a la question de Camille Hochkorn, qui est étudiante alternante à Sciences Po Rennes, une de mes anciennes étudiantes, donc je la salue à distance, qui vous pose la question:
quels sont aujourd'hui les liens entre les tiers-lieux et les acteurs institutionnels? Est-ce que les tiers-lieux ont vocation à se pérenniser et à devenir des acteurs classiques des solidarités? Vous avez 3 heures. Ah oui, la question est vaste, puisqu'il y a des tiers-lieux qui. Alors, il y a la question des bâtis qu'il faut différencier. C'est-à-dire que parfois, le bâti peut appartenir à une association gestionnaire de dispositifs sociaux traditionnels et sous-louer ou faire des conventions de sous-occupation avec des acteurs toujours de l'ESS, voire même passer par d'autres acteurs comme Plateau Urbain, que je connais bien par exemple. C'est le cas. Alors, est-ce qu'ils ont vocation à se pérenniser? Souvent, c'était assez éphémère. Et la première expérience, en tout cas que je connais, de pérennisation, c'est Coco Velten, hein, à Marseille, avec SOS et Yes We Camp. Donc là, une expérience qui ne devait pas durer et qui finalement va rester. Mais est-ce que c'est un acteur traditionnel de solidarité? Je n'en sais rien, puisque là, effectivement, il y a à la fois un acteur très social et d'autres acteurs de l'ESS. Les AMAR aussi viennent d'emporter un appel à projet dans le cadre d'un groupement avec d'autres acteurs traditionnels. Et ça va permettre que sur les bords de Seine, hein, plutôt que des acteurs, je dirais, habituels de l'économie marchande, soit sur ce site juste à côté de la Cité de la Mode, on puisse avoir des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et que l'accueil de ces réfugiés, c'est des accueils de jour, hein, puissent demeurer à cet endroit. Alors que peut-être que si d'emblée, on avait dit dans le 13e qu'il y aurait un accueil de jour qui allait rester, ça aurait été moins acceptable. Le fait que ça soit de manière temporaire, que ça se passe bien, que ça apporte des solutions au quartier en termes de bureaux, de lieux pour se réunir, fait que c'est rendu acceptable et que 2 ou 3 ans après, ça puisse se pérenniser à cet endroit-là. Donc voilà, mes remarques qui n'ont pas valeur, je dirais, d'observation totale, mais parce qu'il y en a peu qui se sont pérennisés à date d'aujourd'hui. Merci. Roland, tu voulais poser une question? Oui, en fait, mais c'est vraiment en complément de la question de Camille, parce que ma question, c'était est-ce que finalement l'avenir des tiers-lieux, c'est pas de rester des lieux éphémères? C'est-à-dire que la condition même du tiers-lieu, c'est sa non-institutionnalisation. Et si on veut vraiment tenir cet élément-là comme un élément substantiel, mais c'est la question que je vous pose, de la caractéristique forte des tiers-lieux, c'est de ne pas s'institutionnaliser dans ce cas-là. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il reste éphémère? Et après tout, s'il se pérennise, ce n'est pas grave, mais ce n'est plus des tiers-lieux. C'est-à-dire que peut-être que là, c'est un effort de sémantique à faire pour que l'appellation soit bien identifiée sur cette position marginale séquente, finalement, des tiers-lieux voilà. Mais je ne sais pas comment on fait. C'est un vrai débat, hein. Les tiers-lieux, dans tous les cas, revendiquent cette idée de mouvement perpétuel, hein, donc de quelque chose qui n'est pas figé. A priori, le caractère éphémère apparaît plutôt comme quelque chose de stimulant, stimulant créativement, voilà, où on s'engage sur une période courte, sur une action concrète, directe et mesurable. Est-ce que les tiers-lieux, pour se définir tiers-lieux, doivent être éphémères? Ça, je n'ai pas la réponse. On verra comment évolue le mouvement aussi. Après, il y a effectivement, je trouve qu'il y a les choses qui sont les plus peut-être dynamiques, et encore que c'est très variable. C'est très variable. Effectivement, il va y avoir des lieux qui vont avoir besoin de se réinventer sans cesse, d'autres qui vont arriver à se stabiliser sur des formes quand même un peu hybrides, expérimentales et mouvantes sur des longs termes. Là encore, en fait, il n'y a pas de tiers-lieux qui se ressemblent vraiment fondamentalement. Donc, c'est difficile d'en dégager encore des catégories de ce type. Moi, je ne pense pas que la condition de droit à l'appellation tiers-lieu dépende du caractère éphémère de leur existence. Par contre, ce que vient de développer Amélie sur l'idée
de mouvement perpétuel me semble intéressante, mais pas pour tous. Parce qu'un tiers-lieu qui accueille un dispositif très social, je ne sais pas moi, un dispositif d'accueil des personnes en situation de handicap, est-ce qu'il y a besoin de créer un traumatisme supplémentaire en se disant que dans 3 ans ou 4 ans, on va déménager? Si je prends l'origine des tiers-lieux, en tous les cas parisiens, par exemple, gérés par Aurore, que je connais bien, c'était pour répondre à la difficulté d'avoir du bâti dans Paris et donc d'occuper de manière temporaire des lieux qui étaient inoccupés le temps d'avoir un nouveau projet. C'était une contrainte, on a fait une opportunité et ce qui a permis. Par contre, le fait qu'aujourd'hui, par exemple, Coco Velten puisse être pérennisé à Marseille, je pense que c'est une victoire et ça ne veut pas dire que ça ne sera plus un tiers-lieu parce que dans un tiers-lieu, il y a plusieurs activités. On peut très bien imaginer, par exemple, que le dispositif social reste et que par contre les acteurs de l'ESS, si ça se veut être des incubateurs de nouvelles formes de solidarité, quand ils sont arrivés à maturité de leur développement économique, ben, ils s'en aillent pour laisser la place à d'autres, de manière à ce qu'il y ait ce mouvement perpétuel, comme ça se passe ici par exemple à l'hôtel Pasteur, ou par exemple à Maison Marceau à Paris, où on peut occuper une certaine durée de manière à participer au projet. Et puis, ce qui va permettre de vérifier qu'on répond aux besoins, c'est les modalités de gouvernance. C'est-à-dire que si les acteurs sont impliqués dans une gouvernance collective, alors on va pouvoir continuer à répondre aux besoins. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipements publics, hein, de type bibliothèque ou théâtre, qui tout d'un coup veulent se transformer en tiers-lieu. De fait, est-ce qu'une bibliothèque n'est pas un tiers-lieu en soi? Voilà, c'est en dehors, on peut s'interroger. Mais je pense que ce qu'il y a de nouveau dans les tiers-lieux, c'est la dimension de l'agilité. C'est-à-dire comment on s'adapte aux besoins des territoires. Alors que souvent, quand on crée un équipement public, comme c'est coûteux, entre le moment où on a fait le diagnostic de l'analyse des besoins et le moment où on construit, bah, ça a déjà tout changé et on ne répond plus aux besoins. Voilà. Et c'est aussi la dimension de l'ouverture et de l'aller vers et d'inviter toujours en permanence les habitants du lieu, qui sont le quartier, à dire non pas seulement ce qu'ils attendent, mais ce qu'ils sont capables d'apporter et comment ils peuvent contribuer. Et de ce point de vue-là, ils sont des facteurs, à mon avis, puissants possibles de construction, de tissage ou retissage des liens sociaux que les dispositifs habituels, la famille, le voisinage, ne permettent pas. C'est des médiations, finalement, de solidarité et de rencontres. Et dans ce sens-là, je trouve qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'être précaires. Par contre, il faut que les acteurs puissent changer pour que réellement ils aient cette fonction d'incubateur de dispositifs sociaux, de solutions nouvelles. Et puis pour ajouter peut-être aussi, il y a quand même des profils d'acteurs qu'on retrouve aussi dans les tiers-lieux et je pense qu'effectivement, peuvent être très à l'aise avec cette idée d'éphémère et d'instabilité créatrice. Les artistes, les profils de type slasher, multi-entrepreneurs qui aiment bien passer d'un projet à l'autre. Et assez paradoxalement, je trouve que les tiers-lieux justement essayent malgré leur vitrine de projets un peu instables, créateurs expérimentaux, cherchent justement à ramener un peu de stabilité aussi dans des territoires, par exemple, je pense en zone rurale, quoi, de recréer des endroits, des points de repère, des zones d'ancrage, des zones de lien social. Donc, au contraire, viennent recréer des points assez solides, justement, malgré leur caractère expérimental. Donc, je pense qu'on est toujours en tension, en balance avec ces notions-là. Ce que vous évoquez là me fait penser à une question. Dans quelle mesure, à votre avis, ces tiers-lieux peuvent être source d'enseignement en ce qui concerne les perspectives d'accompagnement hors les murs dans le champ social et médico-social? Est-ce qu'il y a des expériences positives à en tirer, des éléments en termes de méthode, d'ancrage? Ce que disait Armelle à l'instant évoquait pour moi la question, la question de la façon dont nous allons relever le défi de l'accompagnement hors les murs demain. Je vais répondre, ça passe à Amélie. Je ne sais pas si en soi, le tiers-lieu
amène quelque chose de nouveau dans l'allée verte. On échangeait d'ailleurs avec Roland Janvier très récemment. Là, il y a toujours eu des allers-retours, c'est-à-dire que le début du travail social, quand même, hein, les assistantes de service social, parce que c'était des femmes, bah, elles allaient au domicile comme les médecins allaient au domicile. Donc, on s'est transformé en des bureaux et on a demandé aux usagers d'aller vers. Mais tout ce qui est la prévention spécialisée, bah, ça se passait dans la rue au plus près des personnes. Et après, c'est vrai que quand je vois les appellations, des fois, ça me fait rire. Les lits halte soins santé mobile, on voit les listes balader sur des roulettes. Appartements de coordination thérapeutique hors les murs, bah, c'est des appartements, c'est dans des murs. Et je suis pas certaine que les personnes sans domicile, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les soigne dehors, parce qu'ils voudraient c'est avoir un logement. Donc je sais pas si, enfin je ne pense pas en tous les cas que les tiers-lieux apportent quoi que ce soit là-dessus. Par contre, sur une forme de travail social où on croit plus dans les capacités de l'individu, où on prenne plus de risques, ça oui. Il y a des exemples aussi de tiers-lieux mobiles. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, où en fait le tiers-lieu, c'est pour ça que moi je parle pas toujours de lieu, je parle d'espace, parce qu'il y a des tiers-lieux mobiles, voilà, qui trouvent, qui se matérialisent sous la forme, par exemple, de camions itinérants, voilà, qui vont déployer, voilà, une tente, une table sur une place de village, au bord de bâtiments. Donc, où là, on est dans d'autres formes d'aller vers. Effectivement, on déplace un peu les capacités de lien social, de rencontre, d'échange, d'accompagnement, d'identification des besoins des personnes. Donc là aussi, on est sur des méthodes un peu hybrides. Où effectivement, on retravaille aussi la notion d'espace, tout simplement, d'espace de rencontre. Alors, j'avais une question. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui ferait véritablement sens pour un tiers-lieu solidaire, ce serait de s'attaquer finalement à un des défis des politiques publiques sociales les plus majeurs, c'est-à-dire le non-recours. Le non-recours aux allocations sociales, c'est un fait de politique publique qui nous permet de nous rendre compte que, effectivement, toute une série de bénéficiaires, pour X ou Y raison, ne demandent même pas leurs droits sociaux relevant de la protection sociale classique. Est-ce que, à votre avis, alors est-ce qu'il y a des tiers-lieux qui voilà, pourraient ou qui ont ou qui vont s'occuper de cette question-là? Et est-ce que ce ne serait pas un bon indicateur, là pour le coup, d'une capacité d'innovation nouvelle et qui permettrait de se rendre compte que les tiers-lieux solidaires, finalement, touchent un public différent et sont en capacité d'aller vers des publics qui ne vont pas vers des lieux institutionnels classiques. Voilà, donc non-recours, alors c'est une question qui m'est venue en vous écoutant, non-recours, solidarité territoriale et tiers-lieux, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un beau chantier? Voilà, alors c'est pour conclure, puisque je ne crois pas qu'on a d'autres questions en distanciel, en présentiel, non. Ah si, alors écoutez, je vous passe la parole directement, comme ça elles feront le medley de leurs réponses. Bonjour, donc moi c'est Baptiste Baudet, je suis étudiant en deuxième année ici à Sciences Po Rennes. J'avais une question, on en a parlé un petit peu, mais c'est autour du coup de tout ce qui est l'aspect plus communication autour de ces tiers-lieux. Comment on peut garantir une diversité des usagers de ces tiers-lieux et de quelles stratégies disposent les tiers-lieux actuellement pour lutter contre ce risque d'entre-soi que vous avez évoqué tout à l'heure, afin de rester fidèles à leur promesse originelle d'une ouverture culturelle et sociale. Très bien, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien donc, je donne la parole à Armelle et Amélie pour leur conclusion. Je pense que la question que vous posez est la question majeure des tiers-lieux. C'est-à-dire que l'idée de la création d'une communauté avec les gens qui fréquentent et qui s'apprécient, et en même temps, c'est vrai que c'est une injonction contradictoire. C'est-à-dire que pour faire lien social
il faut se connaître, revenir, et dès qu'il y a une communauté de gens qui se connaissent, ils deviennent moins ouverts à accueillir l'autre. Et du coup, la mixité entre des dispositifs sociaux dans lesquels les gens bougent, par définition, un centre d'accueil, un centre d'hébergement d'urgence, bah, les gens ont vocation à rester 6 mois, 1 an maximum, donc eux bougent. Donc ça permet aussi d'avoir cette diversité. Et par rapport à ce que disait Romain, est-ce que sur le non-recours, on pourrait imaginer, voilà, on va loin, une mutualisation? C'est-à-dire que, par exemple, comme il y a des travailleurs sociaux sur place, mais qui sont dédiés au public déjà accueilli, est-ce qu'on peut imaginer qu'un lieu qui soit repéré puisse aussi avoir un rôle de polyvalence de secteur, et que les gens du quartier, ça soit un guichet supplémentaire par rapport au centre d'action sociale, et qui soit à côté du troquet qui est ouvert, pourquoi pas, avec des heures d'ouverture un peu décalées, où justement on aille vers pour de vrai, vers celui qui a du mal à payer ou qui demande justement les tickets, voilà. Du coup, ça serait un indicateur d'une problématique, et d'avoir des travailleurs sociaux, je dirais, qui sont là à l'affût de personnes en difficulté et qui viennent proposer une aide ou un rendez-vous, et dans un mode de lien autre que celui habituel. Pourquoi pas? Je ne crois pas que ça existe encore, mais vous venez de me donner une excellente idée. Et finalement, la dimension de non-recours, il y a aussi des expérimentations. D'ailleurs, les tiers-lieux n'ont pas le monopole de ça. Je me souviens d'une collectivité territoriale qui avait présenté dans un congrès de l'association des administrateurs territoriaux, une expérience d'un petit camion qui allait de village en village, avec des travailleurs sociaux, et qui proposait un café dehors. Et les personnes, notamment qui avaient des problèmes de mobilité, personnes âgées ou personnes, je dirais, éloignées, ou ayant des difficultés pour l'accès à Internet, hein. L'exclusion numérique touche et les personnes âgées et les personnes en situation de pauvreté. Il faut se le dire régulièrement qu'on invente des plateformes à utiliser pour l'accès aux droits. Ben, très clairement, ce dispositif qui était lancé par un département rencontrait un très bon succès en termes de non-recours. Parce que toutes les personnes qui allaient à la petite caravane, en fait, c'était des personnes qui ne seraient pas allées rencontrer dans un autre cadre, tout simplement parce que problème de mobilité, ou crainte du rejet parce que non accès au numérique. Alors sur la question des stratégies de communication, c'est un point assez sensible aussi dans les tiers-lieux solidaires, puisque cette question de la mixité des publics, forcément aussi, elle est particulière. Évidemment, il faut éviter l'entre-soi, et en même temps, est-ce que vraiment provoquer des rencontres et faire subir aussi une forme de mixité sociale à des personnes vulnérables, est-ce que c'est pour autant une bonne solution? Pas forcément. J'ai des lieux qui m'ont dit que volontairement, ils communiquaient pas tellement sur leurs actions pour éviter justement une surfréquentation de publics plutôt à l'aise dans ce type de lieu, qui n'hésitent pas effectivement à aller prendre un café dans une friche industrielle et culturelle, voilà, qui sont habitués, qui ont les codes en fait pour rentrer dans ce type de lieu, et qui volontairement donc ne communiquent pas beaucoup pour pouvoir laisser justement porte ouverte et champ libre à des personnes qui vont être plus hésitantes et qui en même temps ont besoin de ce type de lieu. Je pense notamment à des personnes à la rue qui vont avoir besoin, voilà, de prendre un café, de recharger un téléphone, et qui vont se sentir, voilà, plus à l'aise d'entrer dans ce lieu et d'habiter un petit peu ce lieu, pas à pas et progressivement aussi, hein, par tâtonnement. C'est un peu aussi une constante de ces lieux-là, l'essai-erreur, le tâtonnement. Et donc volontairement d'éviter effectivement qu'il y ait une invasion de bobos dans ces types de lieux, pour laisser aussi le champ libre à des personnes plus vulnérables qui vont se sentir du coup plus à l'aise de découvrir le lieu à leur rythme et dans leurs propres termes aussi. Donc c'est vrai que cette question de la communication, elle est c'est pareil, il faut trouver le juste équilibre, et c'est un petit peu, je pense, le jeu dans lequel sont pris tous les tiers-lieux, c'est trouver l'équilibre en fait entre toutes ces questions-là, l'ouverture, fermeture, mixité, voilà, entre soi, modèle économique stable, et en même temps une certaine liberté d'action. Donc je pense qu'on est sur un jeu de funambule, hein, dans les tiers-lieux de toute façon. Et sur la question du non-recours, elle est vraiment intéressante, et je répondrai là avec plutôt un exemple issu de ma thèse. On est sur un petit pas de côté, mais pas tant que ça. J'ai travaillé donc sur les personnes qui fabriquent des aides techniques au handicap dans des Fab Labs dédiés. Et mon hypothèse de départ pendant ma thèse, c'était que les personnes handicapées qui venaient dans ces lieux-là étaient
fâchées avec leur médecin, fâchées avec leur prothésiste, fâchées avec leur ergothérapeute, qu'elles avaient dit: «Bon, j'ai été mal reçue et donc je vais, le fabriquer moi-même». Et en fait, ces personnes-là, elles n'étaient pas fâchées avec le monde médical, elles étaient fâchées avec le monde administratif. Elles étaient fâchées avec les MDPH, elles en avaient marre en fait de devoir remplir des dossiers qui passaient dans des circuits, qui manquaient de transparence, dans lesquels elles devaient justifier systématiquement de leurs besoins, de dire pourquoi elles avaient besoin de cette aide technique, comme si, nous, en tant que personnes valides, on avait besoin de justifier qu'effectivement, on va aller dans un magasin de sport pour acheter des des chaussures pour, faire du running ou une raquette de tennis pour, pratiquer un sport. Donc là, c'était des dossiers dans lesquels il fallait justifier de ces besoins-là et ces personnes-là disaient en fait, non. Donc je pense qu'il y a quand même un rapport aussi à des circuits bureaucratiques qui manquent de transparence, qui sont complexes, des dispositifs qui sont tellement nombreux qu'ils en deviennent, kafkaïens en fait, pour des personnes qui ne sont pas habituées, pas accompagnées, voilà, c'est donc je pense que la question, du non-recours, elle est cruciale en fait, là-dessus parce qu'effectivement, en fait les tiers-lieux viennent, plutôt, répondre à des choses de manière immédiate et concrète. Voilà, effectivement, une distribution alimentaire, bah, effectivement, on n'a pas besoin de remplir un dossier, on vient juste chercher son panier avec, ses poireaux, ses yaourts et on est sur un rapport, plus humain, plus concret, plus direct et je pense qu'effectivement, les personnes, elles sont et je pense, c'est pas ça va au-delà des personnes qui sont vulnérables, c'est pour tout à chacun. Je pense que ce qui séduit dans les tiers-lieux aussi, c'est ce rapport concret, humain, direct et qui n'est pas médié par, aussi des circuits, parfois un peu opaques. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous d'y avoir assisté, d'y avoir été actifs et proactifs. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir.